Impec, merci. Bonjour tout le monde pour cette dernière journée. Sûrement certains sont fatigués, certains ont bu, non même pas. Merci pour la confiance d'être venu donc déjà à ce congrès au CIFEPCA et à cette conférence qui porte sur un sujet qui me tient cher, donc la claudication intermittente, pour lequel je vais essayer d'échanger avec vous autour de ce sujet. Je me présente très rapidement, je m'appelle Brian Littré, je suis kinésithérapeute français à la base, mais je travaille en Suisse actuellement. J'ai des liens d'intérêt parce que j'ai déjà été rémunéré pour parler de problèmes vasculaires, pour parler de problèmes nerveux. C'est un sujet pour lequel j'enseigne depuis plusieurs années maintenant, pas mal d'années. Donc méfiez-vous, de tout ce que je vais dire. C'est pour ça qu'il y aura les sources scientifiques si vous voulez pouvoir regarder et comparer entre ce que je vous dis et ce qui existe vraiment. Mais ça, faites-le pour tout. Faites-le également pour les informations scientifiques que vous arrivez à capter, vos cours, autres formations, peu importe. On attaque dans le vif du sujet. Alors, lorsque je vous parle de claudication, ce qu'il faut comprendre, c'est une altération de la quantité de marche, pas une altération de la qualité de marche. Si je vous parle d'altération de la qualité de marche, on est au final sur une boiterie. Là, ce que vous pouvez voir au tableau, c'est plus une boiterie. Donc, c'est déjà un premier élément à faire attention. Et les premières descriptions de claudication, par exemple vasculaire, je pense que Charcot, ça vous dit tous un truc. Dans les années 1859, Charcot est le premier à décrire une claudication vasculaire comme étant une altération de la fonction au niveau des jambes sur un effort, et les patients pouvaient ressentir de la douleur, de la fatigue dans les membres. 100 ans plus tard, un autre auteur a pu décrire également une claudication neurogénique qui était à peu près similaire. Parfois, on pouvait rajouter des fourmillements ou pas. Parfois, on pouvait rajouter des pertes de fonction nerveuse. Tout dépendait de comment est-ce qu'on évaluait. Et ce signe est indispensable à savoir connaître, identifier, parce qu'il modifie totalement la manière de réfléchir dont on va traiter les patients. Et les enjeux derrière sont multiples, sont nombreux, que ce soit au niveau santé publique, que ce soit au niveau de la qualité de vie du patient. Et on va voir ensemble, déjà, rien que de comprendre qu'il y a différents types de claudication va permettre de se dire, est-ce que le patient peut nécessiter une prise en charge avec moi ou non, peut nécessiter une prise en charge urgente ou non, et c'est ce dont nous allons parler ensemble. Par contre, bien sûr, en 1 heure, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les informations que j'ai en tête. Je ne vais pas pouvoir vous former à savoir faire tous les tests qui existent sur la planète Terre pour savoir identifier quel type de claudication on a en face de nous. Mais je vais essayer de vous donner le maximum de billes et de compréhension sur comment, au cabinet, alors que je n'ai pas forcément tous les diagnostics en tête, je vais pouvoir faire pour aider mon patient à trier, à identifier quel type de problème il a. Et donc quel type de test radiologique est-ce qu'il doit passer, quel type de traitement je vais pouvoir lui proposer, etc. Donc ça va nécessiter votre participation et je vais déjà commencer par un exemple. Dans la littérature scientifique, Nadeau et collaborateurs en 2013 ont eu, il me semble, entre une 60aine de patients et ont pu sortir une clinimétrie permettant de différencier une claudication neurogénique, donc qui viendrait d'un problème de nerf, d'une claudication vasculaire. Et là, on se dit, génial, les ratios de vraisemblance, ils sont top, il n'y a pas forcément une grande dispersion au niveau des chiffres, mais il y a un problème. C'est nul! Arrêtez de roupiller! Le problème, c'est que ça passe à côté de plein de patients qui ne rentrent pas forcément dans ces cases. Parce que vous allez comprendre que des claudications neurogéniques, elles peuvent s'exprimer de plein de manières différentes. Des claudications vasculaires également. Si on est sur de l'endofibrose, si on est sur de l'artériopathie, on a des présentations cliniques qui peuvent être différentes. Donc c'est pas forcément essayer de tout simplement être dans une pseudo-fainéantise intellectuelle et se référencer uniquement à des règles de prédiction clinique, à des clusters, mais c'est savoir également réfléchir beaucoup plus loin et pouvoir aider plus facilement les patients en comprenant les facteurs de risque et plein d'autres choses. Parce que la présentation clinique du trouble, par exemple, vasculaire, si là on s'intéresse
à la claudication neurogénique, douleur au-dessus du genou. Et pourtant, il y a plein de patients qui peuvent avoir des claudications neurogéniques qui ont des douleurs en dessous du genou. Ou juste également pas de douleur du tout dans les membres. Donc vous allez comprendre, je vais essayer de vous transmettre une partie de ma connaissance permettant de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut dealer avec la claudication intermittente. Et bien sûr, les options thérapeutiques, j'ai envie de vous dire que ça sert presque à rien de me poser des questions, parce que ça va dépendre du contexte. Parce qu'une artériopathie, on peut l'opérer ou pas. Une endofibrose, on peut l'opérer ou pas. Ceux qui me connaissent comme Godefroy, ils savent que j'ai par exemple un syndrome d'éloge avec syndrome de l'artère poplitée. Je ne me ferai pas opérer. À votre avis, pourquoi? Parce que je m'en plains pas. Je l'ai. Je ne fais pas de sport de fond. Je fais du sprint. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas forcément de plainte, il n'y a pas forcément une augmentation des risques cardiovasculaires au vu de ma présentation clinique et des signes radiologiques. Bref, les prises de décision vont être extrêmement dépendantes du contexte également. Donc commençons par la claudication neurogénique et je vais vous donner d'abord un exemple en lien avec la pathologie la plus classiquement décrite pouvant amener à des claudications neurogéniques, le canal lombaire étroit. Et bien sûr, je vais passer par un cas clinique. Patiente que j'ai pu voir le mois dernier à domicile, qui a mal au lombaire depuis sa fracture lombaire d'il y a plusieurs années. Donc sûrement que sa douleur vient en lien avec sa fracture lombaire qui a été opérée. L'opération s'est plutôt bien passée, pourtant elle souffre toujours de ces douleurs. Juste un élément, sur des chutes, les personnes âgées qui chutent, le taux de survie il est entre 2 et 8 ans après la première chute. Bonne chance. Donc, cette patiente me décrit des douleurs fréquentes, surtout au changement de position, lorsqu'elle va se lever ou s'asseoir ou se tourner. Et quand elle est dehors, elle sent qu'elle est obligée de se servir d'un déambulateur. Sinon, en fait, elle m'exprime qu'elle n'a pas l'équilibre, elle a peur de tomber encore. On est sûrement dans un syndrome post-chute. Et pourtant, il y a certains éléments qui m'ont directement orienté vers un canal lombaire étroit. Pas forcément dans les éléments que je vous ai dit, mais dans les éléments qu'on a pu tester ensemble. Alors que c'était une patiente que je suivais parce que mon collègue était en vacances. En gros, je reprenais les soins, mais je me suis dit, on va peut-être tester certains éléments. Ça pourrait nous orienter vers un changement de traitement. Donc, lorsque je vous parlerai de canal lombaire étroit, dites-vous qu'en fait, il y a deux types. Un type radiologique et un type clinique. Si on s'intéresse d'abord au radiologique, vous voyez qu'il y a différents grades. Grade très sévère, modéré, entrée sévère et modéré. Et là, pas forcément de signe de sténose spinale. Et en fait, vous pouvez facilement l'observer à l'IRM normalement, où là, on est encore sur du grade A, on voit encore le liquide céphalorachidien. Donc on peut considérer que l'état de sténose spinale n'est pas forcément élevé. Oui, des patients peuvent quand même avoir des signes cliniques de canal lombaire étroit. On va voir ensemble pourquoi et quelles sont les subtilités dans le bilan. Mais par contre, là, je pense que vous commencez à voir qu'à partir du grade B, grade modéré, au final, les cordons médulaires prennent plus de place. Et grade C et D, on voit quasi plus les graisses épidurales pour la D, enfin on ne la voit plus. Et vous voyez que les cordons médulaires sont beaucoup moins mobiles, ont beaucoup moins d'espace, ce qui peut amener à une symptomatologie. Et si vous faites une myélographie, vous vous rendez compte que chez pas mal de gens, il n'y a pas forcément une sténose, un niveau de sténose, mais il peut y en avoir plusieurs. La particularité de ce phénomène, donc on appelle ça en général un multiple crush, c'est le fait qu'à plusieurs étages, il peut y avoir un nerf, la moelle, qui peut venir être irrité, comprimé. Le fait qu'il y ait cette compression peut amener à une symptomatologie ou pas, mais forcément, s'il y a plus de sollicitations nocives sur un tissu, il y a plus de chances qu'il se plaigne. Et au niveau des canaux lombaires étroits, la prévalence observée dans les populations, dans une population moyenne générale asymptomatique, elle est entre 11 et 39%. Asymptomatique. Mais je ne vous ai pas donné un détail. Est-ce que c'est une population clinique ou radiologique? Parce qu'en fait, il semblerait que cette prévalence, en fait, elle est à mettre en perspective avec quel est l'âge de la population ETG,
quelle est l'ethnie de la population étudiée. Les personnes asiatiques ont beaucoup plus de chances de faire des sténospinales que les personnes africaines, par exemple. Et également, quels tests ont été faits? Est-ce que ça a été fait à l'IRM? Est-ce que ça a été fait au doigt mouillé? Et, bref, vous vous rendez compte que malgré que ce soit une population asymptomatique, les chiffres sont plutôt très élevés. Et pour le clinique, on va voir ensemble quels sont les tests que l'on va pouvoir faire ensemble. Mais déjà, dites-vous que si vous avez des personnes de plus de 60 ans, ça vaut la peine de poser la question à ces patients. Comment ça se passe à la marche? Est-ce que vous devez vous arrêter à chaque fois que vous faites de la marche ou pas? Parce que la claudication, au final, s'exprime de cette manière. Je fais un effort, je m'arrête. Je fais un effort, je m'arrête. Je fais un effort, je m'arrête. Mais je ne m'arrête pas parce que j'ai envie de m'arrêter pour faire une petite pause. Je m'arrête parce que j'en peux plus, je dois m'arrêter. Donc c'est le petit papy de 80 balais, on dit 80, là où j'habite, de 80 qui va faire ses courses et en fait, au final, il vous dit que sur 1,5 km, il doit s'arrêter 3-4 fois, faire une petite pause pour repartir. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Et au final, pour objectiver vous, parce que vous n'avez pas des IRM, hein, vous n'avez pas les IRM de tous vos patients, et souvent, ils ne sont pas forcément bien faits. Au final, ce qui compte cliniquement, c'est de savoir objectiver s'il y a une atteinte nerveuse ou pas. Ça passe par un bilan neuro. Waouh, je vous apprends rien. Mais par contre, je vais essayer de vous donner certaines subtilités qui vont vous permettre de mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez vous l'adapter, ce bilan neuro, avec vos patients. Donc, vous savez, je pense tous qu'il y a un matériel nécessaire afin de réaliser ce bilan, que toutes les fibres sont à tester, et pas tester à la va-vite. Quand je vous dis à la va-vite, par exemple, si vous testez la sensibilité grossière, si vous testez la sensibilité fine, c'est pas de faire un pic-touche, c'est où je fais la sensibilité grossière au pinprick ou à la houlette, ensuite ou avant la sensibilité fine, et par exemple ne jamais utiliser les mains pour un bilan neuro, parce que vous faites un peu tout et n'importe quoi. Vous savez pas si vous utilisez beaucoup de force, pas beaucoup de force, il y a une transmission de chaleur également, donc en fait très vite ça peut être brouillon. J'ai envie de vous dire que le bilan neuro nécessite uniquement d'avoir un peu de rigueur. Et quand je vous dis uniquement un peu de rigueur, un bilan neuro complet des deux membres inférieurs en 10 minutes peut être réalisé. 15 au grand max en parlant avec le patient sans rusher le bilan. Mais maintenant, il y a d'autres subtilités que j'aimerais vous mettre en tête. À votre avis, si je suspecte une sténose spinale chez mon patient, de quelle manière est-ce que je pourrais aggraver le patient facilement? Ouais. Augmenter la vitesse de marche? Non. Ouais. En mettant en position de sténose. En mettant en position de sténose, exactement. En fait, étant donné qu'on considère qu'une sténose spinale, c'est le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'espace pour que ton nerf respire. Le but, dans ce cas, c'est d'aller étouffer le nerf. Et c'est de la manière dont on peut tester directement avec notre bilan neuro si les nerfs sont effectivement plus étouffés ou pas. Ça, c'est un même patient. Au même étage, la différence entre ces deux IRM est uniquement le fait que, photo A, le patient est allongé. Je pense que là, vous voyez les cordons médulaires. Tout va bien. Photo B, le patient est debout. Il y en a beaucoup parmi vous qui font des bilans neuro debout. Levez la main, ceux qui ont l'habitude de le faire. Ouais, mais ceux que j'ai formés, baissez la main en fait. Il ne reste plus grand monde. Et pourtant, ce serait un premier élément essentiel à faire, parce que si vous faites un bilan neuro allongé à votre patient qui a une claudication intermittente et que vous ne trouvez rien, GG, vous ne trouvez rien, comme l'IRM. Ce qui semble plutôt logique au vu des données qu'on a sur le sujet. Et donc, tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais recréer la sténose chez ton patient. De quelle manière est-ce que tu ferais? Exactement. Ou alors, tout simplement, tu testes directement. Mais exactement. En général, la plupart des canaux lombaires étroits sont nettement mieux en flexion. En fait, la plupart même des radiculopathies sont nettement mieux en flexion. Vous allez observer que le nerf respire mieux. Le nerf, lorsque vous le testez, il a une meilleure fonction. Yep. Je vous donne un autre exemple d'IRM lombaire.
3 images, il y en a une qui est en position neutre, une en flexion, une en extension. Chez un humain vivant. Chez cet humain vivant, vous pouvez voir l'espace entre le pourtour du disque et le ligament postérieur. Donc là, c'est en position neutre. En position flexion, parce que si vous posez la question, oui, ça c'est une flexion lombaire chez un humain, vous ne pouvez pas forcément aller beaucoup plus loin chez un humain vivant. Et là, par contre, oups, désolé, vous observez qu'en position d'extension, chez ce patient, à ce moment, il y a sûrement une compression médulaire. Il faudrait voir sur d'autres axes en lien avec les imageries IRM. Mais en tout cas, vous pouvez voir que selon les différentes positions du corps, au final, vous pouvez avoir une symptomatologie ou pas. Donc si vous faites vos tests allongés, vous perdez malheureusement des informations. Et ça, au final, ce sont des études décrites depuis au moins les années 1991. On est en 2023 et je ne suis pas sûr que vous aviez cette information. C'est dommage, mais sur PubMed, elle y est. Donc, dans votre bilan, déjà vous dire, j'ai une claudication intermittente, comment est-ce que je pourrais l'aggraver? Donc, si c'est une claudication intermittente neurogénique, comment est-ce que vous l'aggraveriez? Si possible, normalement, avoir une extension, mais en fait, ce qu'il faut aggraver, c'est ou le périmètre de marche, mais surtout le bilan neuro. Je ne sais pas si c'est clair. Cool. Et donc, ça se fait en charge et ou en dynamique, et n'hésitez pas à tester la flexion versus l'extension. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène, le fait que, au final, la flexion ou l'extension joue totalement sur, déjà, la compression, mais surtout, qu'est-ce qui se passe au niveau des nerfs? Là, ça va se jouer au niveau de l'ischémie de nerfs. Je pense que j'apprends rien à personne, mais je refais un petit rappel très rapide anatomique. Dans un nerf, il y a des fibres nerveuses, il y a du tissu conjonctif de soutien et des cellules gliales, mais il y a aussi surtout un apport sanguin intrinsèque au nerf. Quand je dis intrinsèque au nerf, ce n'est pas artère-veine, c'est vasa nervorum, c'est un autre système qui est collatéral, qui vient de plus haut, qui vient d'ailleurs. Ce qui fait que si vous comprimez juste une veine ou l'artère sous-clavière, c'est pas ça qui va jouer sur la vascularisation forcément de votre nerf. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et au final, pareil, ces éléments, ils sont très connus depuis début des années 2000. Des équipes de Japonais ont travaillé dessus. Et voici déjà les premières données qu'ils ont observées. C'est que les nerfs pouvaient dégénérer, pouvaient perdre en fonction selon le niveau de compression qu'il y a sur eux, selon la durée de la compression, la vitesse de la compression, mais ce n'est pas forcément la compression sur le nerf. C'est le fait qu'il y ait moins de vascularisation sur le nerf qui amenait à une altération de la fonction. Car lorsqu'il y avait une compression, mais qu'il y avait toujours de la vascularisation, le nerf pouvait quand même mener sa fonction à bien. Donc ça va jouer sur le fait que le nerf respire moins bien, mais c'est un problème de nerf. Et heureusement, maintenant, on a encore plus de données. Si vous prenez ce type d'imagerie, donc c'est à l'IRM, mais ils vont utiliser une fonction particulière qu'on appelle la tenseur de diffusion sur l'anisotropie. Ils vont analyser l'anisotropie fractionnelle, et par exemple, sur cette sténose spinale, on se rend compte qu'il y a 3 étages qui vont être atteints. Ça, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est pour des études scientifiques. Ils ne vont pas forcément dépenser plus de moyens pour avoir des IRM de meilleure qualité. Mais déjà, posez-vous la question, la plupart de vos patients, dans quelle position est-ce qu'ils ont leur IRM? Allongé. C'est pour ça, il va falloir que vous fassiez beaucoup plus confiance à votre évaluation. Et une étude que j'adore, dont j'ai discuté il y a déjà 2 ans au dernier CIFEPK, et même bien avant, lorsque je donnais des cours, explique ce phénomène et met un lien direct entre la vascularisation du nerf et comment fonctionne le nerf. Donc c'est l'étude de Takamori et collaborateurs qui ont pris des patients qui allaient se faire opérer d'une hernie qu'ils considéraient symptomatique. Donc les patients étaient endormis. Avant opération, on décide de faire un EMG, mais un EMG plutôt spécifique et particulier sur le nerf. Donc avant opération, on peut voir déjà ce type de tracé qui n'est absolument pas normal pour un nerf sain. Et ils décident de faire un LASEI, un SLR,
Donc ils tirent sur le nerf et ils observent qu'est-ce qui se passe au niveau du nerf. Ils tirent sur le nerf, oula, le nerf il fonctionne encore moins. Ils restent à tirer sur le nerf pendant plus de 3 minutes. Le nerf, il est plus top là. Donc déjà tirer sur des nerfs qui ont des problématiques ou déjà de la compression n'est pas une option raisonnable pour traiter un problème de nerf. Donc là, vous pouvez voir en haut ce qui a été encadré, c'est la vascularisation du nerf, donc avant opération. Et vous pouvez voir que lorsque c'est en position d'étirement, il y a encore moins de vascularisation, le nerf fonctionne encore moins bien. Maintenant, il décide de faire la microdissectomie. Il retire le morceau de disque et puis on va observer qu'est-ce qui se passe au niveau du nerf. Bon, au niveau de la vascularisation, tout va bien. Ça semble être revenu à la normale. Et pareil au niveau de l'EMG. C'est-à-dire que même si vous tirez sur un nerf sain, ça pose aucun problème. Encore faut-il être sûr qu'il soit sain et qu'il ne soit pas comprimé. Question, est-ce que vous pensez que ces patients n'ont plus de douleur ? Non, parce que ça va dépendre. Là, par contre, l'opération était nécessaire. Ça a levé une compression sur le nerf. Ça lui permet de se réparer, d'essayer de guérir. Ça ne veut pas dire que tout le problème du patient est réglé. Mais en tout cas, ça semble être cohérent que cette opération soit nécessaire à ces patients. Et le truc, c'est que cette ischémie transitoire de nerfs n'est pas forcément, enseignée, n'est pas forcément comprise. Et j'espère que là, déjà, vous comprendrez que savoir évaluer un nerf, ça nécessite juste un petit peu de rigueur, même pas beaucoup. Et ça nécessite surtout de comprendre les différentes variations qu'il peut y avoir, parce qu'au final, vous pouvez tomber sur des canals lombaires étroits qui sont nettement mieux en flexion, mais rarement, et je l'ai eu au cabinet, mais rarement mieux en extension. Comprendre le pourquoi, est-ce que c'était parce qu'un ligament en position d'extension laissait un peu plus de place ou pas? On s'en fout. Ça, c'est pour le chirurgien si ça nécessite une opération. Mais vous, ce qui est important de comprendre, c'est la manière dont je vais évaluer le patient va devoir être adaptée à la personne en face de moi. Et au final, il y a plein d'autres conditions en lien avec les problèmes de nerfs qui nécessitent d'être flexibles dans votre évaluation. Pour les myélopathies, même chose. Si vous prenez la myélopathie de Hirayasu, qui est une myélopathie qu'on retrouve majoritairement chez les jeunes japonais d'une vingtaine d'années, on se rend compte que selon si vous êtes dans l'IRM en flexion ou extension, vous voyez tout ou rien. Et au niveau des pertes de fonction nerveuse, pareil. Pour les sténoses foraminales, exactement la même chose. Bref, comprenez que vous devez être flexible dans la manière dont vous évaluez les patients. Du coup, je vous donne la suite de ce cas clinique, cette patiente que j'ai pu voir à domicile. En fait, elle avait quasi plus de revers lorsqu'elle était en extension. Sauf que cette patiente, elle est suisse. Elle est suisse et elle est élégante. Et dès qu'elle se revoyait dans le miroir d'une galerie marchande, vite, il faut se tenir droit. Vous vous rendez compte qu'au final, les comportements qu'elle avait en lien avec son dos ne correspondaient pas à ce que son corps lui permettait pour le moment. Et cette patiente, on a fait le test tout simplement dans son appartement, de marcher de manière fléchie. Elle sentait qu'elle avait nettement plus de force, nettement plus de stabilité. Marcher de manière droite, ça commençait à tanguer. Et on n'avait bu que de l'eau. Donc, rendez-vous compte que votre évaluation va directement déterminer également comment est-ce que vous allez pouvoir traiter votre patient. Parce que là, le traitement pour cette patiente, c'est pas forcément de se faire opérer, elle s'est déjà faite opérer et on lui a mis une arthrodèse. Moi, je vais rien pouvoir faire sur l'arthrodèse. Par contre, c'est déjà lui faire comprendre que, mamie, arrête de vouloir absolument te tenir droite. Ouais, mais j'ai vu sur les réseaux que... Ouais, le bilan neuro, il a dit non. Du coup, je vous mets un autre cas clinique. Homme, 70 ans, douleur bilatérale dans les fesses et les hanches. Pire à gauche depuis plus de 4 ans. Et si vous vous rappelez, sur le cluster que vous avez pu observer, sur le cluster de test avec les ratios de vraisemblance, s'il y a des douleurs qui descendent plus bas que les mollets, c'est beaucoup plus associé à des troubles vasculaires. Et là, vous voyez mon sourire. Le patient a été opéré d'une laminectomie il y a 3 ans, pas d'effet. 3 infiltrations, pas d'effet. Et là, les douleurs commencent à être même au repos, pire à la marche, donc il y a quand même une claudication intermittente,
Mais douleur au repos, les gens ne vont pas forcément penser trouble vasculaire, pourtant je vous spoil déjà, il a un trouble vasculaire. Et les douleurs ne changeaient pas selon la position du rachis. Ça, c'est exactement le point qui est presque utile. Quand je vous dis presque utile, un patient qui est pas mieux ou pas pire selon la position du rachis n'exclut quand même pas le fait qu'un nerf soit problématique. Un nerf peut perdre en fonction sans forcément de douleur. Cette patiente dont je vous ai parlé juste avant n'avait pas de douleur dans les jambes. Par contre, elle avait quasi plus de releveur. Dissociez bien le fait qu'il y ait de la douleur ou le fait qu'il y ait de la perte de fonction. Et au final, ce patient avait des poux palpables. Bon, on peut se dire, c'est pas forcément en lien avec des troubles vasculaires, sauf qu'en fait, je vous ai déjà spoilé. Vous regardez juste le titre de l'étude, il avait une sténose, mais beaucoup plus haute, de l'artère iliaque interne, qui va rarement donner, par exemple, des douleurs dans les membres, beaucoup plus dans la fesse et dans le dos. Et ce patient avait quand même une sténose vasculaire. Donc déjà là, quels éléments nous ont manqué pour nous permettre de nous dire il va falloir que je teste chez ce patient le système vasculaire. Donc là, je vous mets un petit focus sur l'artériopathie. L'artériopathie, je vais vous l'illustrer par le cas d'une de mes patientes que j'ai pu avoir également au cabinet lorsque je travaillais à Paris. Une patiente qui se plaignait de douleurs dans la fesse, dans la cuisse et dans la hanche. En plus, elle marchait penchée parce que si elle se tenait droite, elle avait des douleurs dans le mollet. Et cette patiente venait déjà avec un IRM où on voyait une sténose de plus de 50%. Elle était déjà dans le groupe C pour une sténose spinale. Et elle m'avait été envoyée par son ostéopathe et par son médecin pour que je fasse un bilan pour savoir est-ce que cette patiente doit se faire opérer ou pas. On fait le bilan. Le problème, c'est que la priorité, si vous avez un trouble vasculaire et un trouble nerveux, c'est le trouble vasculaire. Et à l'évaluation, elle avait clairement un trouble vasculaire. Comment est-ce que je l'ai su ? Eh bien, on va le voir ensuite. Donc, l'AOMI, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, c'est la traduction clinique d'un rétrécissement des artères qui vont nourrir les membres inférieurs, en général lié à des dépôts lipidiques et de l'artérosclérose. Et tout simplement, lorsque les demandes énergétiques sanguines dépassent les apports, on peut retrouver une symptomatologie. Ça, je pense que c'est plutôt clair. Si vous faites un garrot, au bout d'un moment, votre corps, il en a marre. Si vous faites un garrot et que vous faites en plus des efforts, ça va venir beaucoup plus rapidement. Et comme on l'a pu voir tout à l'heure, la localisation de la douleur va dépendre énormément du niveau d'occlusion, mais ne vous dites pas que les douleurs seront forcément en aval de la lésion. J'ai une atteinte de l'artère poplitée, enfin j'ai une sténose de l'artère poplitée. Si je marche en pente, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les cuisses, j'ai mal dans les fesses. C'est comme ça. Et l'enjeu de la claudication vasculaire est encore plus important que la claudication neurogénique, dans le sens où, là vous avez Catherine Bowden qui faisait sa conférence justement sur la claudication intermittente et sur l'AOMI, qui, au vu de toutes les données qu'elle a pu accumuler, nous montre que le diagnostic d'une claudication intermittente vasculaire semble être un pronostic pire qu'avoir un cancer. Je vais répéter, avoir une claudication vasculaire semble être un pronostic pire qu'avoir un cancer sur une AOMI. Pourquoi ? Vous avez déjà une partie qui va être amputée dans les 5 ans. Une partie faible, mais une partie quand même. Vous allez avoir une partie qui va mourir de troubles cardiovasculaires, et il me semble que c'est plus de 30%. Alors que pour les cancers, ça dépend énormément du type de cancer, si vous allez mourir rapidement ou pas. Et rien que cet élément doit élever notre niveau de vigilance, donc la claudication intermittente vasculaire, sur le fait d'avoir un traitement dit agressif. Donc un traitement sur à la fois tous les facteurs de risque et tous les éléments qui peuvent détériorer la condition du patient. Mais, les gros problèmes en lien avec la claudication vasculaire sont que, pas tous les patients ayant des AOMI ont une claudication intermittente. À votre avis, pourquoi ? Ouais. Déjà, ça dépend du niveau de sténose, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quoi d'autre ?
Ça va peu jouer sur ça. Pas forcément. Non, pas sur la posture. Exactement, c'est que ça arrive souvent chez les personnes âgées qui ne font pas assez d'efforts pour qu'on puisse identifier une claudication vasculaire. Et c'est déjà un premier problème, c'est que si les personnes n'ont pas d'activité, on ne peut pas l'identifier. Mais c'est comme moi, toute ma vie, j'ai fait que du sprint, jusqu'à ce qu'un jour, un pote me dise « Viens, on va courir 10 km ». Au bout de 5 minutes, j'ai dit stop. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut réfléchir également en système. Le risque de mourir de pathologie cardiovasculaire dans les années proches du diagnostic, il est multiplié par 2 parce que vous avez une AOMI. Si vous avez du diabète, vous avez nettement plus de chances d'avoir ou des sténoses cervicales artérielles ou de l'AOMI. Et en fait, vous êtes sur un système où vous avez des gens qui ont des multimorbidités. Donc c'est tout bête, mais déjà c'est important et intéressant de comprendre qu'un patient qui a une AOMI ou qui a une claudication vasculaire va peut-être falloir faire un check complet. Parce que si vous gérez la claudication vasculaire, mais que derrière, en fait, il a une insuffisance cardiaque, bonne chance. Donc comprenez qu'on est sur des problèmes de système. Avec le même raisonnement, la mucoviscidose n'est pas qu'une maladie pulmonaire. C'est une maladie de canal ionique pouvant amener à des troubles pancréatiques, pouvant amener à des troubles pulmonaires, etc., etc. C'est parce que ça va jouer sur plusieurs systèmes. Donc, vous aurez des patients au cabinet qui ont des multimorbidités. C'est important de les comprendre, c'est important de pouvoir les traiter également en même temps. Et je vais vous raconter le cas clinique d'un patient qui, là, n'avait pas une AOMI, une artériopathie, mais avait de l'endofibrose. C'est différent au niveau histologique, ça ne touche pas forcément les mêmes populations. L'AOMI touche beaucoup plus les personnes âgées, mais par contre l'endofibrose beaucoup plus les sportifs d'endurance. Donc cette étude, c'est l'étude de Alan Tyler et Roger Kerry que vous pouvez voir en photo. C'est l'étude de Geoff. Geoff, à partir de ses 18 ans, donc il faisait du vélo à plutôt haute intensité, commençait à se plaindre de douleurs dans la jambe, donc des douleurs dans le segment jambier. Geoff, il est parti voir un médecin généraliste qui lui a dit « Bon, c'est sûrement une sciatique tronquée, let's go, va voir un physio ». Il va voir un physio, le physio qui décide de lui faire les soins les plus probants en lien avec les sciatalgies. Donc il va checker ses mobilités lombaires, il lui dit que ah ouais, là tu manques de mobilité. Bref, ça s'arrange pas. Les années passent. Là, ce qui était à la mode, c'était de faire Mackenzie MDT. Du coup, il décide de lui faire une évaluation en sens. Il décide de le traiter en sens. Ça ne s'améliore pas, voire ça lui a rajouté une lombalgie. Là, ce qui est à la mode dans les années 2000, c'est la stabilisation lombaire. C'est sûrement une instabilité lombaire. Donc, tu vas faire du gainage. Ça n'a absolument pas amélioré sa condition. Au bout de 20 ans d'errance thérapeutique, il avait toujours mal à sa jambe. Hein. Là, on lui dit que bon, c'est une douleur chronique. Hein. Comme quand le médecin il dit à vos patients, c'est la fibromyalgie. Hein. Donc, le patient, là, a erré pendant 35 ans. Donc, il est passé de 18 ans à 53 ans, avec des douleurs dans le segment jambier qui l'empêchaient de faire les activités qu'il aime. Jusqu'à ce qu'il tombe enfin sur un physio qui décide de l'écouter. Et ce qui est génial dans cette étude de cas, c'est que vous avez le témoignage de Geoff, qui dit que tous les thérapeutes étaient très convaincants. Ils semblaient très très convaincus de leur thérapie. Pour eux, c'était sûr que c'était ça. Au vu du bilan, tu vois, tu manques de mobilité. Et par contre, il n'y en a aucun, ça ce sont les mots de Geoff, qui a pris le temps de l'écouter et de l'évaluer correctement. Jusqu'à ce qu'en fait un thérapeute lui pose une question aussi simple que « Quand est-ce que c'est pire pour toi ?» C'est pire quand je fais des efforts. Ok ? Donc une douleur pire à l'effort, il faut penser à quoi ? Vascu. Du coup, il décide tout simplement de lui faire une évaluation vasculaire. Bingo, cette évaluation vasculaire nous amène à des chiffres au final plutôt inquiétants, qui l'ont amené à ensuite faire une imagerie, puis se faire opérer très rapidement. Je vais vous le refaire. Geoff, il a eu 35 ans de douleur avant de trouver enfin ce que c'était en lui posant juste 2 bonnes questions. Et Geoff n'a plus de problème.
Est-ce qu'on aurait pu éviter ces 35 ans d'errance thérapeutique? Peut-être. Je ne vais pas forcément juger les thérapeutes qui l'ont pris en charge. Ils ont fait avec les connaissances qu'il y avait. Sauf que je vous rappelle que les troubles vasculaires, c'est connu depuis 1859. Et les tests qu'ils ont faits, on ne va pas prendre le temps pour vous apprendre à comment le faire. La BPI, ça nécessite un peu de savoir-faire, mais c'est plutôt rapide. Sachant que vous, un vrai ABPI, vous ne pourrez pas le faire. Ça nécessite un Doppler vasculaire. Par contre, vous pouvez faire quand même une approximation. Catherine Vauden, que je vous ai montré tout à l'heure, annonce que si au final vous savez prendre la tension correctement, et j'insiste sur le correctement, vous pouvez quand même avoir une estimation plutôt efficace vous permettant de vous passer du Doppler vasculaire. En gros, je vais le refaire. Si juste vous avez des tensiomètres au cabinet et que vous savez vous en servir, on est d'accord que ce n'est pas très compliqué, vous pouvez déjà faire un début d'évaluation. Bien sûr, des gens peuvent être négatifs, hein, mais ça permet déjà de trier pas mal de patients. Et est-ce qu'il y a des tests parfaits? Non, ça va dépendre du trouble. Entre l'artériographie ou l'angiogramme, déjà, on voit des différences. Le test, il a été fait comment? Avant effort ou après effort? Et pour quel sous-groupe de population? Vous vous rendez compte que c'est de cette manière qu'il faut réfléchir, et de la même manière que pour les troubles neurologiques, il faut être flexible dans la manière dont vous abordez le patient et son évaluation. Exemple, ça c'était chez un patient marathonien de 51 ans, qui se plaignait déjà de claudication intermittente. Hein. Ils décident quand même de lui faire un angiogramme, et ils ont eu raison, sauf que l'angiogramme revient nickel. 6 semaines après, ça s'empire. Et là, par contre, on voit la vraie sténose. Déjà, vous vous rendez compte que pour les troubles vasculaires, selon le stade d'évolution du problème, vous pouvez passer à côté de certaines choses. Sauf qu'en fait, déjà, les tests, ils ne l'ont pas fait après effort. Ils n'ont pas fait un ABPI après effort. Et ce n'était pas forcément l'angiogramme qui était le plus intéressant à faire, mais c'était de faire un ARM. C'est comme un IRM, mais c'est un angio-IRM, quoi. Donc ça, c'est des notions que normalement, les prescripteurs doivent avoir. Mais si vous les avez également, vous saurez appuyer un courrier, un dossier permettant d'orienter un traitement ou une imagerie médicale. En gros, je suis en train de vous dire que vos niveaux de compétences, vous pouvez vous permettre de l'élever pour mieux aider les patients. Et quand je vous parle de mouvement, pour certaines atteintes vasculaires, tout va dépendre également de la position du corps. Là, si vous regardez la position neutre, imaginons que vous suspectez un STTB chez votre patient, un syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Et le médecin, il vous dit « Ok, je te crois ». Il va chez le dopplériste lui fait en position neutre. Et vous êtes niqué. Parce que si ce n'est pas dans la position de reproduction des symptômes du patient, j'insiste sur la position de reproduction des symptômes du patient et pas la position que le dopplériste aura choisie, parce que là on ne voit pas la même chose avec 180 degrés d'abduction ou 90, vous pouvez passer à côté de pas mal d'éléments au niveau des tests. Un petit tips que je peux vous donner par exemple, c'est la prise de pouls. Oui, mais la prise de pouls avant effort ou après effort? Quelle est la position du corps également? Parce que si vous prenez Geoff par exemple, en flexion de hanche complète, il n'y avait plus beaucoup de pouls. Alors qu'en position normale, tout allait bien. Et donc, cette deuxième patiente, quel élément nous orientait vers le fait que ce soit plus un trouble vasculaire qu'un trouble nerveux son problème? Déjà, de 1, son trouble nerveux s'exprimait par des douleurs dans les mollets. Sa plainte, c'était une autre plainte. Et madame, quand est-ce que c'est pire, votre plainte? Quand je marche en pente montante. Si un patient il vous dit qu'il est pire en pente montante, il va tout de suite falloir penser trouble vasculaire, plus que trouble neurogénique. Et encore, bien sûr, ça va dépendre de comment est-ce qu'il utilise son dos. Mais ça, il va falloir y penser. Et bien sûr, quand elle me dit ça, j'ai même pas besoin de réfléchir, j'essaie de lui faire un ABPI. L'ABPI qui était positif. Et moi, j'ai terminé mon travail. Question pour ceux qui ont bien suivi le premier jour de ces CIFEPK. Qui a fait le diagnostic? Non, le médecin est plus qu'encore. Le radiologue. C'est pas moi. Hein. Moi, j'ai une suspicion diagnostique. Celui qui donne la confirmation, au final, c'est l'imagerie. Du coup, on va voir si vous avez compris. Si vous avez un patient où vous suspectez peut-être un trouble vasculaire, de quelle manière est-ce que vous l'aggraveriez? À l'effort et où?
selon la position. Mais ce n'est pas forcément la position du rachis. Et c'est même quasi jamais la position du rachis. Si c'est la position du rachis qui modifie les symptômes de ton patient, va falloir penser neuro. Mais donc, va falloir savoir faire un bilan neuro précis. J'insiste sur précis. Et précis, ça ne nécessite pas forcément plus de temps. Alors que vasculaire, va falloir surtout le mesurer avec des tensiomètres ou avec un Doppler. On arrive à la fin. Parce qu'en fait, des claudications intermittentes, enfin la claudication intermittente, là, je vous ai mis les deux grandes familles. La vasculaire, la neurogénique. Si j'ai une fracture de fatigue ou une ostéonécrose de hanche, je peux également avoir une claudication intermittente. Si j'ai de l'arthrose de hanche ou de l'arthrose de genou, techniquement, je peux avoir également une claudication intermittente. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un cadre clinique qui va vous orienter vers les tests que vous allez produire, mais surtout, n'oubliez pas que vous devez être flexible dans vos tests, de la même manière que vous devez être flexible dans vos traitements. N'essayez pas de vous dire « Ah, c'est un canal lombaire étroit, donc c'est comme ça qu'il faut traiter ». Parce que ça va dépendre de plein d'éléments dans la vie du patient. Si le patient, au final, vous vous rendez compte qu'en flexion, son bilan neuro devient de la merde, est-ce que vous allez lui donner de la flexion comme votre autre patient qui a un canal lombaire étroit que vous avez déjà aidé? Vous vous rendez compte qu'il y a une certaine cohérence également sur le type de problème que vous allez avoir. Votre patient a un trouble vasculaire comme moi, est-ce que vous allez l'envoyer se faire opérer? Tout va dépendre s'il a envie de courir ou pas. Je ne suis pas un marathonien, je n'ai pas le physique. Donc, techniquement, je n'ai pas forcément de demande et de requête amenant à « mon gars, si tu veux régler ton problème, il faut que tu te fasses opérer ». Donc, rendez-vous compte qu'il n'y a pas de formule secrète, ça va beaucoup dépendre du diagnostic, mais en fait, souvent, vous n'avez pas forcément besoin de diagnostic également. Parce que lorsque vous objectivez une claudication vasculaire, vous ne savez pas si c'est l'artère fémorale, si c'est l'artère poplitée, si c'est l'artère iliaque externe ou interne, et vous, ce n'est pas votre job. Ça, c'est le job peut-être du radiologue, peut-être du chirurgien. Vous, c'est déjà faire au maximum pour faire en sorte que ce patient ou n'ait pas besoin de se faire opérer, ou améliore sa qualité de vie. Parce qu'on ne va quand même pas opérer non plus tous les patients qui ont des canaux lombaires étroits. Je vais vous laisser sur ça, justement. J'espère que ça vous a apporté des éléments de réflexion. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Oh putain, encore lui. Talk, vas-y. Ouais. Parce que du coup, moi, en un an, je dirais que je renvoie pour STD, syndrome ce trouble vasculaire, entre 10 et 20 personnes par an. Sur les 10 à 20 personnes par an que je renvoie, si j'ai un cas où c'est diagnostiqué correctement, c'est chaud. Ouais. C'est déjà très très bien. Du coup, la question, là, c'est cette référence que tu viens de faire, je ne peux pas la faire en baisse. Alors. En fait, nous, c'est un enfer en clinique. On n'arrive pas à. Il me semble qu'à la promo où j'avais formé, il y avait une médecin avec toi, la femme d'un ami, qui était médecin. Ça te parle pas? Tricia? Non? Mais en tout cas, ouais, maintenant dans les formations, j'ai de temps en temps des médecins qui comprennent, et c'est aussi un des objectifs de, oui, faire ce type d'information à d'autres professionnels de santé au final qui seraient des acteurs plus centraux dans la prise en charge. Mais c'est aussi à nous, avec un courrier, s'il est appuyé, si tu as des contacts privilégiés et que tu as les preuves, que ça pourra changer dans la manière de prendre en charge les futurs patients. Merci à toi. Attends, je peux pas le prendre ce truc. Non. Je
crois qu'il faut que tu parles plus fort pour tout le monde. Je remarque une question dans le chat. Merci pour la présentation. Bonjour Twitch. Sur quels critères faudrait-il se baser pour orienter vers un traitement chirurgical dans le cas d'une sténose lombaire, un déficit neurologique important, une impotence fonctionnelle ou un échec de traitement en kinésithérapie? Alors, tu as un critère radiologique où si tu es sur un grade D, il y a peu de chances que ton traitement kinésithérapie fonctionne, mais si tu es sur un grade D mais que la personne a 90 ans, est-ce que le chirurgien va prendre le risque de l'opérer, oui ou non? Ça, c'est une autre question. Mais en fait, c'est tout simplement sur échec du traitement kiné. Parce que tu as en moyenne 50% des patients avec un traitement, sachant que ce n'est pas forcément le meilleur traitement qui est dans les études scientifiques, qui est donné, qui peuvent s'améliorer. Donc, toi, ça te laisse un peu plus de marge, je pense, j'espère. Mais sinon, c'est vraiment se dire, sur échec du traitement thérapeutique bien mené, là, ça peut nécessiter une évaluation peut-être plus poussée pour savoir si on se fait opérer ou pas. Sachant que, si on se fait opérer, il faudrait qu'il y ait d'abord les bons examens amenant à l'opération. C'est-à-dire que si ton IRM il est que allongé, il pense qu'il n'y a qu'un niveau de sténose, mais tu te rends compte que selon les positions, au final, tu as une instabilité vertébrale. Ça, c'est arrivé chez, pour le coup, un ami qui m'a envoyé son père, qui avait une réelle instabilité cervicale. Il avait une myopathie cervicale dynamique. Donc tous les clusters, ils étaient totalement négatifs. Hein, mais par contre, il penchait la tête, il ne sentait plus dans les releveurs. Il ne sentait plus au niveau du pied. Il a d'abord fait une IRM dynamique avant de se faire opérer. Et ça a amené à la meilleure opération pour lui. Et tu as même des papiers d'une équipe de Nantais qui montrent que s'ils utilisent l'IRM dynamique avant chirurgie, il semblerait qu'il y ait de meilleurs résultats, mais de dingue. Donc, il faudrait un échec thérapeutique ou certains signes radiologiques, par exemple pour les atteintes médulaires, si tu as des signes d'insuffisance vasculaire intramédulaire, donc toujours sur l'ischémie de moelle, mais là c'est une ischémie qui est totale, ça pourrait nécessiter une opération directement. Moi, si demain on me fait une IRM médulaire et j'ai des signes d'insuffisance vasculaire médulaire, qui sont même non réversibles, personnellement, ça regarde que moi, je me ferai opérer. J'attendrai pas d'avoir 80 balais et que ça se dégrade, parce que techniquement, ça va pas forcément aller vers le mieux. J'espère que j'ai été clair dans la réponse. Il n'y avait qu'une question, il y en avait deux du chat, parce que là, il y a quelqu'un qui lève la main. Une question et je vous remercie. Merci. Faut que tu rapproches de ta bouche. Ouais. Deux questions du coup. La première c'était, tu as parlé tout à l'heure de 11 à 35% chez les asymptomatiques Oui. des sténoses neurogéniques. Radiologique, oui. Ok, du coup c'est ça ma question. Quel est le diagnostic? Parce que du coup tu disais que ça Radiologique. en fonction clinique, radiologique. Okay. Et la deuxième c'est cool les dynamiques, mais vraiment, est-ce que... Alors pour le coup, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Insta, c'est que tu ne me suis pas. Le où. Déjà, se rendre compte que l'IRM dynamique, c'est en moyenne 3 fois plus cher. C'est un peu plus flou, vu que c'est ouvert. Et il faut savoir l'interpréter. Et en France, il me semble que tu as au moins 3 zones où tu en as, Poitiers, Paris, Nantes. Mais même moi qui travaille à Paris, si ça passe pas par un service de neurochir très spécifique, tu ne l'auras pas. Donc ça ne dépend pas de toi. Désolé. Et la deuxième question, c'était ? C'était par rapport à Ah ok. J'ai envie de te dire, limite, te prends pas la tête. Tu fais ton courrier. Une fois que tu considères que tu as donné le meilleur pour le traitement et que ça pourrait nécessiter de la chirurgie, parce qu'en fait, une imagerie médicale, tu la fais pas juste pour voir comment ça va. Enfin, à mon sens, tu fais une imagerie médicale pour aller vers une opération. Sinon, ça nécessite, ou en tout cas, un changement de traitement. S'il n'y a pas d'optique de changement de traitement, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de faire une imagerie. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, tu en auras peu, mais à toi d'essayer. De toute façon, dans la littérature scientifique, tu as le nom des chercheurs français qui ont bossé dessus. C'est des neurochirurgiens. Tu renvoies vers leur service directement. Ou tu essaies de les avoir au téléphone, à toi de gérer. Merci à toi. Bonjour, merci pour la présentation. Du coup,
cardiovasculaire, on a l'anamnèse, la douleur à l'effort, la tension et les différents coups, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire en continu? Il y a plein d'autres choses. Comprendre et connaître les facteurs de risque, parce que tu peux anticiper également plein de situations si tu connais déjà les facteurs de risque des patients sur des tout petits signes cliniques tout bêtes. Prendre l'attention, j'ai envie de te dire, c'est un indispensable. Il faut savoir l'apprendre. Mais quand je dis savoir l'apprendre, bien l'apprendre assis, par exemple, déjà, tu augmentes le niveau d'erreur dans la prise de tension. Parce qu'il faut assis dans des conditions très spécifiques qui sont mises dans les guidelines. Si tu n'as pas mis toutes les conditions spécifiques, par exemple, c'est tout bête, mais si ton tuyau, il pend, il est un peu vers le bas, nickel, tu peux niquer ta mesure. Alors que déjà, si tu fais allongé, tu as moins de chances d'avoir des erreurs. Sachant que même allongé, si par exemple tu as le manchon, mais tu écrases le manchon avec ton membre contre la table, tu augmentes le risque d'erreur. Donc il y a beaucoup plus d'éléments, c'est qu'il faut comprendre les schémas cliniques qui peuvent exister, comprendre, oui, la claudication intermittente, mais surtout se documenter pour avoir tous les petits cas rares, entre guillemets. Je dis rares, entre guillemets, parce que rares dans le sens, tu ne vas pas en voir beaucoup, mais également, ces patients ne sont pas vus beaucoup parce qu'ils sont mal identifiés. Et si tu accumules au final la plupart des cas cliniques dits atypiques, tu te rends compte que tu as plein de schémas qui te feront penser à certains types de patients. Je vais donner un exemple tout bête que j'ai au quotidien. Un trailer qui m'a été envoyé par quelqu'un formé, Xavier Téchen, où il suspectait, il me semble, syndrome de l'artère poplitée, il avait été opéré. Et il se plaint de périostite depuis des années. Périostite depuis des années, en fait, c'est un syndrome des loges. Et ça, c'est des éléments tout cons qui doivent te permettre d'augmenter ton niveau de vigilance sur certains schémas. Mais donc, c'est oui, la prise de tension, oui, la claudication intermittente, mais c'est peut-être aussi se bouffer un peu de littérature pour comprendre que le sujet est plus vaste et que, par exemple, quelqu'un qui a fait un BPCO, qui a une greffe pulmonaire, et qui te dit « Ah, en ce moment, j'ai les pieds qui gonflent », va falloir penser direct insuffisance ventriculaire, ou insuffisance cardiaque. Parce que c'est du classique. Donc c'est plus accumuler des connaissances également sur des schémas atypiques, ou des schémas qui sont très peu décrits, ou en tout cas décrits dans une niche, qui te permettront, je pense, à mon sens, dans un domaine peu élaboré, avancé ou distribué, que tu pourras plus facilement gérer. Je pense. C'est ma croyance en tout cas. Une deuxième question, si possible. Vous avez parlé de l'échec thérapeutique. Oh, il a dit vous. On a parlé de l'échec thérapeutique, du coup, il fallait se faire opérer. Mais est-ce que sur les problèmes vasculaires, quand on voit, est-ce qu'il y a un traitement kinésithérapie qui est possible du coup? Ça dépend des troubles vasculaires, oui. La OMI, par exemple, c'est pas d'emblée qu'ils vont se faire opérer. Parce que, en fait, tu as plein d'AOMI qui nécessitent une prise en charge kiné. Comme j'ai dit, une prise en charge agressive, jouant sur tous les facteurs de risque. Et par contre, le patient, pendant au moins 6 mois, doit être méga rigoureux sur la prise en charge. C'est good, pas de questions. Vous allez manger. Bon congrès en tout cas.